Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment investir dans une ville chère, dans une ville où les prix au mètre carré sont très chers. Juste avant de commencer cette vidéo, je m'excuse si la luminosité n'est pas au rendez-vous dans cette vidéo. J'ai mes deux lights qui m'éclairent juste ici, mais je me suis levé plus tôt avant d'aller au travail pour te tourner ces quelques vidéos et le problème c'est que dans la nuit et ce matin il y a de l'orage, c'est comme s'il faisait nuit. En fait je me suis levé mais le ciel est gris, c'est un truc de fou, donc la luminosité n'est vraiment pas au rendez-vous, donc tu m'excuses si ça te gêne dans cette vidéo. Je reviens d'un week-end prolongé à Biarritz au Pays Basque et je me suis dit que je devais te faire cette vidéo sur comment investir dans des villes chères parce que moi-même j'ai envie d'investir à Biarritz, ce n'est pas forcément le moment en fonction de ma situation, je préfère d'abord me créer des actifs qui sont pas trop du patrimonial mais plus qui vont me rapporter beaucoup de cash flow et ensuite me lancer sur un marché patrimonial quand j'aurai un peu plus de lot, un peu plus d'actifs. Mais c'est quand même une ville qui m'intéresse, j'ai des amis investisseurs à moi qui sont sur cette ville, qui ont acheté des biens, qui arrivent à être rentables et comme finalement toutes les stations balnéaires, c'est une station balnéaire qui est de plus en plus cotée, alors il y en a des plus ou moins cotées, Biarritz c'est de plus en plus coté. Pour donner un ordre d'idée, l'hypercentre, un studio en hypercentre, pas vue mer, un studio classique hypercentre, donc sur des petites surfaces, j'insiste, c'est 6 000 à peu près le mètre, 6 000 euros le mètre carré en 2019 en tout cas. Et vue mer, forcément c'est 10 000 euros le mètre carré, c'est Paris, voire plus que 10 000 euros le mètre carré. Mais c'était juste pour te dire que, en fait, dans ce genre de station balnéaire, il y a une offre qui est très très réduite, il y a très peu de gens qui veulent vendre, il y a très peu de biens délabrés parce qu'ils sont tous achetés par des investisseurs qui les retapent très bien et ensuite qui les revendent très cher. Donc il y a très peu finalement d'offres et beaucoup de demandes, ce qui fait monter les prix en flèche. Donc ce qui m'a donné l'envie de te faire cette vidéo, c'est parce que j'étais dans une ville chère, mais également parce que j'ai beaucoup de demandes de gens qui me disent « ma ville est trop chère, j'arrive pas à être rentable, j'arrive pas à faire du cash flow, les biens partent trop vite ». Et ces personnes-là, en général, me disent qu'elles cherchent, je sais pas moi, au centre de Toulouse, au centre de Lyon, au centre de Lille ou même Paris et région parisienne. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 points, 5 clés, 5 astuces qui vont te permettre d'être rentable, de quand même faire du cash flow malgré que ta ville soit très chère et que les prix d'achat soient très chers au mètre carré. Le premier point, c'est de faire une négociation de folie. Alors là, tu vas me dire, oui, mais ça, je suis au courant, il faut toujours négocier son bien. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que dans les villes chères, comme il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, les prix sont gonflés. Ils sont toujours gonflés de toute façon lorsque l'on vend parce qu'on veut toujours vendre très cher et acheter très peu cher. Mais lorsqu'il y a beaucoup de demandes et très peu d'offres, les prix sont encore plus gonflés. Donc déjà, le prix qui est affiché ne sera jamais ton prix. Il faut te dire qu'il y a une marge de négociation de base. En plus de ça, il y aura toujours des bons vendeurs, quelle que soit la ville, même au centre-ville de Paris. Il y aura des bons vendeurs, il y aura des décès malheureusement, des divorces, des mutations, un bien qui a trop de problèmes, un immeuble avec une toiture ouverte, un immeuble insalubre. Il y aura toujours des bonnes affaires et des biens qui ne donnent pas envie à la masse de se jeter dessus. Une chose importante à mentionner également, c'est que les gens qui me contactent en me disant ce genre de choses, qu'ils n'ont pas forcément de bonnes affaires au centre-ville de Lyon, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils sont sur le bon coin ou se loger derrière leur écran et qui regardent, voilà, studio, je sais pas moi, 200 000 euros, loyer potentiel 500, ça va pas. Donc, il reste beaucoup derrière leur ordi. Peut-être que toi qui me regardes, tu es encore à ce stade, c'est-à-dire que tu pianotes derrière ton écran à chercher des biens. Je dis pas que c'est mal, c'est bien, j'en suis passé par là, j'ai commencé par faire ça, j'avais peur d'aller faire des visites. Mais il y a un moment, il faut que tu ailles sur le terrain. Si tu ne vas pas sur le terrain, tu ne sauras pas les informations que je t'ai dit précédemment, si le vendeur c'est une mutation, si c'est un décès, un divorce, quoi que ceci. Alors, forcément, si tu vas sur le terrain, tu vas parler avec l'agent immobilier. Tu en sauras plus sur le vendeur. Est-ce qu'il est pressé de vendre ou non? Est-ce que c'est juste une personne qui a mis son bien à la vente mais qu'il le vende maintenant ou dans 10 ans, il s'en fout, il ne baissera pas? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un de pressé? Ça, derrière ton écran, tu ne le sauras jamais et c'est ce qui peut te permettre de faire de très très bonnes affaires. Et si on en revient aux agents immobiliers, en allant sur le terrain, tu vas te créer un réseau d'agents immobiliers, tu en connaîtras 2, 3, tu vas commencer par 1, puis 2, puis 3, plusieurs agences, plusieurs villes sur ton secteur, mettons, et ces agents immobiliers, ils vont se dire « Ah ok, alors Monsieur Roche, il cherche un studio dans une petite ville, un petit studio pour faire de la courte durée. » Et ils vont se dire « Ok, alors là, je viens de faire rentrer un bien, je ne l'ai pas encore mis sur les plateformes d'annonces, mais je vais peut-être l'appeler parce que peut-être que ça peut lui correspondre. » Et c'est en te créant ton réseau que tu vas te créer des opportunités et que tu vas te créer finalement une bonne affaire.
Comme je t'ai dit, je suis passé par là, il faut un moment que tu sortes de ta zone de confort et tu verras que ensuite tu pourras avoir plus d'infos sur le bien, tu te feras l'œil, tu te feras la main et les agents immobiliers t'appelleront en priorité s'il y a un bien dans finalement le type de bien que tu cherches, s'il y a un bien qui ressemble au type du bien que tu cherches, sort à la vente, ils t'appelleront en priorité pour t'en informer. Autre point, toujours dans la négociation, il faut que tu y passes du temps. Parce que dis-toi que si la ville est chère, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter dans cette ville. Toujours pareil, très peu d'offres, beaucoup de demandes. Donc il faut que tu fasses plus de travail et que tu en donnes plus, que tu mettes plus de temps de ta personne pour aller vers tes objectifs, aller vers l'achat d'un bien immobilier ou de ton premier bien immobilier par exemple. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies des recherches automatiques sur les sites de petites annonces, Se Loger, Le Bon Coin, et que tu checkes ça matin, midi et soir par exemple. Le matin en allant au travail dans les transports, le midi pendant ta pause déjeuner, et le soir, au lieu de rentrer t'affaler, regarder Netflix, et bien avant de faire ça, si tu as envie de le faire, c'est ton problème, mais avant de faire ça, tu checkes Le Bon Coin pour voir où en sont, il n'y a pas une offre qui est sortie le soir, parce que si elle est sortie à 18, que tu arrives chez toi à 19, enfin tu arrives chez toi à 18h30, tu appelles l'agence, qui ferme elle à 19, donc tu l'as avant qu'elle ferme, peut-être que le gars va te dire ok, ben on peut visiter demain, 8h mettons, tu y vas avant le travail, il faut vraiment donner de ton temps et essayer d'être le plus réactif possible et de quadriller le plus le secteur possible avec des annonces automatiques et regarder un petit peu tout le temps. En conclusion de ce premier point, c'est qu'il faut que tu te crées des opportunités, que tu travailles plus dur que les autres investisseurs, que tu te crées plus d'opportunités qu'eux, et ça c'est que en faisant les différentes choses que je t'ai énoncées dans ce premier point que tu pourras y arriver, et c'est comme ça que tu pourras te démarquer de ta concurrence des autres investisseurs dans une ville chère. Deuxième point de cette vidéo, le mode d'exploitation. Donc à chaque fois que tu vas vouloir investir dans une ville chère, il faut que tu optimises ton mode d'exploitation. Si tu fais de la location nue à Paris, rentabilité zéro, tu es même dans le négatif et tu creuses ta tombe. Donc il faut que déjà que tu fasses plutôt du meublé et ensuite dans le meublé, essaye d'aller vers des niches comme la location courte durée, l'immeuble de rapport, la colocation ou ce genre de choses qui rapportent beaucoup de cash et qui font exploser ta rentabilité. Après, comme je te prenais le cas de Biarritz parce que c'est l'exemple, j'y suis allé ce week-end, c'est un cas à part parce que c'est une station balnéaire assez populaire. Donc la plupart des gens par exemple font de la location courte durée, font du saisonnier. Mais par exemple, au sein même du saisonnier, tu vas toujours pouvoir te démarquer. Il y en a qui pendant l'été vont faire que des semaines entières et tu peux rester à minimum 2 jours et tu vas pouvoir peut-être booker des semaines que eux entières n'ont pas booké et que toi tu vas pouvoir booker et finalement faire toutes tes nuitées. Bref, il y a toujours des moyens de faire de l'argent et le but, enfin ça c'est ma vision, c'est de toujours viser le très haut de gamme. Comme si tu n'as pas encore vu mes 4 vidéos concernant mon deuxième investissement immobilier locatif, j'étais parti sur une enveloppe travaux de 7 000 € auprès de ma banque, donc un emprunt de 7 000 concernant les travaux. Et j'ai rajouté, je ne sais plus, quelque chose comme 3 000 € de ma poche parce que je voulais taper encore plus dans le haut de gamme. Pourquoi? Parce que je voulais me différencier de mes concurrents, avoir un appartement plus qualitatif et finalement avoir plus de booking, de réservation que mes concurrents. Et ce qu'il faut bien te dire, c'est qu'en faisant ça, tu vas viser les gens qui ont des gros moyens. Mais c'est pas grave parce que tu verras que les gens qui ont des gros moyens, il y en a beaucoup plus que tu ne le penses. C'est-à-dire qu'on parle de crise, on parle de fait que les gens ont peu d'argent, mais tu te rendras bien compte que quand tu vas dans des stations balnéaires comme Biarritz ou que tu vas dans des centres-villes de grandes villes, que tu veux faire de la courte durée, que tu veux faire de la coloc, tu verras qu'il y a des gens qui ont de l'argent, des familles qui ont de l'argent, des familles qui ont de l'argent à dépenser pour leurs enfants, pour qu'ils soient bien. Moi, j'ai le cas avec mon premier bien immobilier, je le loue 30% au-dessus du marché. Pourquoi? Parce que les parents, ils mettent leur étudiant dedans et ils se disent au moins il est bien, mon petit, il est bien, il a tout ce qu'il faut et je m'en fous de payer plus. Et la location courte durée, les villes chères, ce sera toujours le cas. J'ai discuté avec des propriétaires d'appartements Airbnb dans lesquels je suis allé à Biarritz parce que j'y suis allé plusieurs fois, donc j'ai vu plusieurs très beaux appartements et donc en tant que bon investisseur, comme tout bon investisseur qui se doit, j'ai parlé avec les propriétaires de ces appartements et ils me disaient que les quelques kilos euros qu'ils ont dépensés en plus pour les travaux sont largement rentabilisés par le fait qu'ils sont overbookés donc tous les mois d'été, mais aussi, et c'est là qu'ils se démarquent de leurs concurrents, c'est que pendant les mois un peu creux, donc dans des stations balnéaires comme Biarritz, c'est octobre-novembre et puis ça doit être février-mars, ce genre de mois-là. Pendant ces mois-là, eux, ils arrivent à booker quand même quelques nuitées alors que certains apparts restent vides pendant 4 mois.
Au niveau du mode d'exploitation, c'est vraiment un tout. C'est-à-dire qu'il faut que tout aille bien dans ton bien, c'est-à-dire que tout se passe bien pour les voyageurs. Il faut qu'il y ait des petites attentions, petites bouteilles d'eau au frais parce qu'ils ont fait le voyage. Ils sont 4 qui arrivent, 4 petites bouteilles d'eau au frais. Ça ne te coûtera rien et ça leur fera très plaisir. Une petite bouteille d'apéro local. Tu vas dans ton usine qui fait ton petit apéro, tu leur en prends, je sais pas moi, 15 caisses, ils vont te faire une réduc. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, tu mets une petite bouteille d'apéro sur la table. Un produit régional, je dis apéro, ça peut être du pâté, peu importe où tu habites. Mais une petite touche d'attention. Ensuite, il faut aussi que tu aies par exemple, une chose qui marche très bien, c'est le fait d'avoir une entrée physique. Donc soit par toi-même si tu es sur le secteur, soit un prestataire qualifié de qualité. C'est ce que j'ai pour mon deuxième appartement. Quelqu'un qui vient faire les check-in physiques et les check-out physiques, et l'air de rien, j'ai des gens qui sont déjà revenus dans ce bien-là parce qu'ils ont apprécié le contact, quelqu'un qui leur explique comment faire ci, comment faire ça, comment se déplacer, plutôt qu'un plan. Certes, les plans c'est bien, tu peux dire voilà, le métro est là, le tram est là, la plage est là, mais si tu as quelqu'un qui te l'explique, tu es toujours un petit peu plus, comment dire, valorisé, et du coup ça te fait plus plaisir et tu as envie d'y revenir. Troisième point de cette vidéo vise des niches de biens qui sont un petit peu différentes de ce qui se fait habituellement. Donc que ce soit dans les villes classiques ou dans les stations balnéaires type Biarritz, les biens qui sont le plus achetés, revendus, c'est les studios et T2. C'est ce qui est le plus acheté, revendu, mais aussi loué parce que tu peux venir tout seul, à deux. Dans le T2, tu peux venir jusqu'à 3, si tu as une famille, 4, s'il y a un canapé lit et une chambre séparée. Donc c'est le genre de bien qui va être forcément hyper cher parce que très demandé, très loué. Donc essaye de te démarquer un petit peu de cette concurrence-là. Peut-être va chercher des biens un petit peu plus chers. Fais du mode dortoir. Alors attention, je ne dis pas que tu es un vendeur de sommeil, mais essaye toujours d'optimiser les mètres carrés. J'ai été donc à Biarritz ce week-end, on était 6 et on a eu un appartement finalement donc il y avait un rez-de-chaussée et un entresol. Et au rez-de-chaussée, tu avais un canapé lit, donc ça faisait le salon et il y avait un canapé lit, donc il se dépliait pour accueillir 2 personnes. Et en bas, il y avait une chambre et un espèce d'espace couloir qui allait sur salle de bain et toilette qui était un petit peu perdu. Et les gens ont décidé d'installer un lit superposé à cet endroit-là. Donc ils n'ont pas pris trop de largeur parce qu'ils ont mis un lit une place superposé pour faire 2 places. Donc l'appartement peut accueillir jusqu'à 6 personnes. 2 en haut, 2 dans la chambre et 2 sur les lits superposés. Et ils ont gagné finalement beaucoup de rentabilité grâce à ça, sans impacter le fait que les gens dorment mal ou c'est un dortoir. Non, parce qu'ils ont mis tout ce qu'il faut, rideaux occultants, petits rideaux, ils ont mis des portes anti-bruit, etc., etc. Ils ont fait ça comme il faut et ils ont énormément augmenté leur rentabilité parce qu'ils ont cherché à pouvoir loger plus de monde. Donc vise des biens un petit peu plus gros, je te parlais de 6 personnes, mais par exemple des gens qui viennent à 10, ils vont pas avoir beaucoup de choix finalement sur le marché. Donc si tu peux acheter un bien qui peut accueillir 10 personnes, mettons 5 chambres, eh bien ça pourra te démarquer de la concurrence, tu pourras louer plus cher parce qu'il y aura moins de biens de ce type et donc tu feras plus de cash flow. Tu peux également te démarquer en faisant de la chambre d'hôte, donc si tu habites dans la région où tu veux louer, tu achètes une maison, tu y vis ou pas, mais en tout cas tu fais chambre d'hôte, tu as plusieurs chambres que tu loues, tu fais les petits déj, les repas, etc. ou tu prends quelqu'un pour le faire. La chambre d'hôte c'est un petit peu moins démocratisé finalement que le simple Booking ou le simple Airbnb et tu peux faire également te démarquer de tes concurrents. Tu peux avoir des partenariats avec des thalassos, je ne sais pas dans la région où tu es, des partenariats avec tout type d'activités qu'il y a dans ta région. Tu peux également avoir une salle de conférence au sein du bien que tu viens d'acheter. Et là, tu vas me dire, mais oui, mais Rémi, ce genre de bien, je sais pas, ça monte à 400, 500 000, 1 million d'euros, je ne peux pas l'acheter tout seul. Et donc, c'est pour ça qu'on en arrive au 4e point de cette vidéo, le fait de s'associer. Tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence, acheter des biens différents. Donc on a parlé de biens un petit peu plus grands, de façons d'exploiter le bien un peu différentes. Tu peux aussi acheter des locaux commerciaux, ce genre de choses-là. Et ce que tu peux faire, c'est acheter des plus gros biens si tu t'associes avec une personne. Donc tu peux t'associer, faire des SCI, des indivisions, des SCI familiales. Tu peux acheter avec un très bon ami, ta femme, ton mari, un collègue, ton enfant, ton père, peu importe. Tu peux acheter avec des gens que tu connais et tu vas, comme ça, en faisant ça, finalement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas diluer le risque aux yeux de la banque. Tu vas peut-être doubler si tu prends une personne qui a le même revenu que toi. Tu vas pouvoir doubler finalement l'argent que tu aurais pu emprunter
seul, mettons que ce soit 200 000 euros seul, et bien là vous pourrez aller chercher des biens à 400 000 euros. Tu peux t'associer à 5 personnes, je sais pas moi, vous êtes une famille de 5 frères et sœurs, vous pouvez mettre 200 000 chacun, donc vous pouvez aller taper à des biens qui font 1 million d'euros. Et quand tu vas taper à des biens qui font 1 million d'euros, tu as une concurrence qui est diminuée de 99%. Parce que sur les biens 50, 100 000, 200 000, là tu as du monde. Mais une fois que tu passes la barre des 500 000 et que tu passes la barre du million, là tu te bats avec très très peu de personnes. En t'associant, tu vas pouvoir acheter des plateaux, les découper pour faire plusieurs studios, plusieurs divisions. Tu vas pouvoir acheter des immeubles, tu vas pouvoir acheter des très grands apparts pour faire des colocs de plusieurs chambres ou pour faire de la division comme pour dans un plateau. Donc bref, tu vas avoir beaucoup plus de solutions qui s'offrent à toi pour exploser ta rentabilité malgré le fait que tu sois dans une ville très chère. Le truc à retenir, c'est qu'on va toujours plus rapide et plus loin en équipe. Donc, il y a un moment, même si tu es un très bon investisseur, tu vas peut-être bloquer. Ou même si tu bloques jamais, peut-être que si tu t'étais associé, tu serais allé encore plus vite. Moi, j'ai dans l'idée de m'associer pour acheter à Biarritz parce que tout seul, pour l'instant, je n'ai pas les moyens. Mais c'est quelque chose qui est en projet. Donc, ce n'est pas sur le très court terme, c'est plutôt sur le moyen terme. Mais du coup, je pense à m'associer pour pouvoir aller chercher un bien dans cette ville qui me convient. Cinquième et dernier point de cette vidéo, il faut que tu vois ce que les autres ne voient pas. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu vois comment gagner des mètres carrés. Peut-être que tu peux transformer un garage en habitation. Si c'est ce que tu veux faire, il faut que tu mettes en clause suspensive dans ton compromis le fait que tu as le droit et que la mairie accepte. Comme ça, tu peux te retirer de la vente si la mairie n'accepte pas ce genre de choses. Couvrir une terrasse. Utiliser par exemple le terrain d'un immeuble pour faire un parking et donc louer ses places ou augmenter le loyer de ton immeuble parce que maintenant tu as des places de parking, les louer indépendamment, faire des box pour les louer plus cher ou alors même carrément faire de la promotion immobilière. Tu peux par exemple aussi surélever la partie d'une maison et faire un deuxième étage pour doubler finalement ta surface. Tu peux également récupérer un grenier et l'aménager complètement, isoler tout ce qui est toiture, refaire tout ce qui est plancher et te rajouter finalement gagner des mètres carrés. Même peut-être que tu pourrais faire ça dans une habitation que tu achètes et louer, mettons 2 studios au dernier étage. Bref, il y a toujours des moyens d'acheter et d'investir, d'être rentable, de faire du cash flow dans des villes chères, mais il ne va pas falloir faire les mêmes efforts que dans une ville où le prix du mètre carré est à 1 000 euros par exemple. Si après tout ça, après tous les conseils que je t'ai dit, tu dis que tu as encore trop de concurrence, que tu n'es pas encore assez rentable, eh bien, je te conseille une seule chose, c'est d'aller acheter ailleurs. Pourquoi? Parce que si tu veux absolument les centres-villes de grandes villes ou les stations balnéaires, tu ne trouveras pas ton premier cash là-bas. En tant que jeune investisseur, je peux te dire que je n'ai pas commencé par des centres-villes de grandes villes et si c'était à refaire, je referais des petites villes où les prix sont très bas. C'est-à-dire que pour commencer dans une station balnéaire ou dans le centre-ville de Lyon, de Paris, de Marseille, de Toulouse, de Lille ou ce genre de choses-là, ça va être très compliqué, surtout quand tu es débutant. Il y a des choses où tu t'y connais pas encore trop, tu n'as pas encore cette expérience du terrain. Donc si tu veux vraiment faire du cash et que c'est ça ton but, c'est pas de faire du patrimonial, mais de te sortir du métro boulot dodo, d'aller vers l'indépendance financière, d'aller vers le fait d'être rentier grâce à l'immobilier, va dans des petites villes, fais du gros cash dans des petites villes, dans des biens que tu achètes peu cher mais que tu loues très cher. Et ensuite, quand tu auras une certaine assise financière, quand tu auras un certain patrimoine, un certain pécule de côté, tu pourras penser au patrimonial, tu auras plus d'idées, tu auras plus finalement de feeling avec l'immobilier et tu pourras penser à faire ce genre d'achat-là. Dernier point, si tu as une ville coup de cœur pour aller passer tes vacances, comme moi par exemple Biarritz dans cet exemple, il ne faut pas que tu te dises à tout prix je veux aller habiter là-bas parce que ce que tu vas faire c'est que tu vas peut-être acheter un appart pour y aller pendant tes vacances, etc. Mais tu vas sûrement acheter une dette. Il ne faut absolument pas acheter de dette. Vas-y en vacances, va à l'hôtel, chambre d'hôte, Airbnb, profites-en comme tu le sens, mais n'achète pas sur un coup de cœur un bien qui n'est pas rentable, sur lequel tu vas finalement devoir sortir de l'argent de ta poche tous les mois. Ça va gréver ta capacité d'emprunt, tu vas avoir acheté une dette et tout ça pour un coup de cœur. Donc, si je te reprends mon exemple, j'aime cette ville, j'aimerais bien avoir un pied-à-terre là-bas, y aller de temps en temps, le louer le reste du temps. Mais pour l'instant, je sais que tout seul, j'achèterai une dette et je ne ferai pas forcément une bonne affaire. Donc, c'est quelque chose que je ne vais pas faire. Je ne vais pas
réfléchir au coup de cœur. Je vais réfléchir en fonction des chiffres et cette ville, peut-être celle-ci ou une autre, j'irai plus tard avec un esprit toujours d'investisseur sans jamais acheter de dette sur un coup de cœur. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a appris des choses. Si c'est le cas, like-la et partage-la avec un ami qui a la peur d'investir dans une ville chère, qui pense que sa ville est trop chère et qui ne peut pas être rentable. Partage-la avec cet ami-là. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs centaines d'investisseurs immobiliers et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier, comment réussir ton premier investissement immobilier locatif et te lancer dans l'immobilier sereinement, j'ai créé pour toi 1 heure de formation vidéo. Donc tu cliques, c'est très simple, tu cliques dans le lien qui se trouve juste en dessous de la description et tu recevras 5 vidéos de formation privées et inédites qui t'expliqueront de bout en bout comment réussir ton premier investissement immobilier. On se voit de l'autre côté, c'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao!